Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une franchise très célèbre du cinéma que j'affectionne tout particulièrement, hein, qui aujourd'hui appartient évidemment à Disney, bien qu'il y a près de 50 ans, c'était fait par un grand homme ainsi que son épouse. Et je veux parler de Star Wars, qui eu un succès énorme a engendré des recettes niveau planétaire. Il y a sûrement eu des gens qui mettent ce film parmi leurs préférés de tous les temps, hein, en partie ceux de la première trilogie. Et donc je compte faire un classement des 12 films que j'ai vus de la part de cette franchise. À savoir que je suis allé voir évidemment The Mandalorian et Grogu et que je vais l'inclure, bien qu'il n'existe pas encore en DVD. Mais je compte sûrement l'acheter dès qu'il sera disponible, comme tous les autres. Mm. Donc on est parti. En 12e et dernière position, le pire film Star Wars est sûrement le seul mauvais jamais fait depuis que la franchise existe. Il s'agit évidemment de l'ascension de Skywalker, qui est un film raté sur bien des points, puisque il crache totalement sur ce que les 7 et 8 avaient mis en place en particulier, et surtout envers la fin du 6, avec Palpatine qui était censé être mort. Et donc on le fait revenir en tant que boss final. Et donc aussi Kylo Ren redevient quelqu'un qui était comme petit, le petit enfant de Leia et Han. Il redevient quelqu'un d'honnête, Ben Solo, alors que la fin du 8 disait clairement qu'il était destiné à être le suprême leader de la galaxie, qu'il devait être la cible à abattre. Et donc non, le 9 dit clairement que c'est pas le cas. Il fallait ramener Palpatine. Et ce film aussi trahit les origines de Rey, alors qu'elle aurait dû être la fille de personne. On en fait la petite fille de Palpatine de manière tellement forcée, tellement incohérente. C'est censé expliquer qu'elle tient sa force de lui, mais quelque part c'est débile parce que on revient à la théorie des midi-chloriens qui était déjà assez bancale dans la prélogie. Et ça, c'est dérangeant. Il y a aussi la plupart des personnages qui sont rendus inutiles, genre Rose, qui avait un certain rôle dans Star Wars 8, elle est mise de côté. Et on essaye aussi de faire de l'émotion avec Z6PO, mais ça fonctionne pas, ça fonctionne pas du tout. Il est même décrédibilisé à un point, c'est débile. Les chevaliers de Rennes, ils servent à rien non plus. Il y a des tas de choses qui vont pas dans ce film. Surtout que il détient sûrement la pire mort de la franchise, pour moi, l'une des pires que j'ai jamais vues de l'histoire du cinéma, celle du général Hux, qui déjà, on ne voit même pas un plan sur un quelconque plan, un détail sur le fait qu'il est mort. Il s'est expédié à la va-vite. Il se fait tuer, mais comme une merde. Je suis désolé du terme, mais c'est vrai. C'est débile. C'est fait pour être drôle, mais c'est nul. Donc, par conséquent, je n'aime pas du tout l'ascension de Skywalker, qui est pour moi le plus mauvais des films Star Wars. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, à présent, en 11e position, je vais
Je vais donc dire que c'est un film correct en tant que tel, hein, même s'il fait plus Avengers, enfin MCU du pauvre, s'il s'agit de Solo A Star Wars Story. Alors, c'est en soi pas mauvais. Il y a une bonne volonté d'écrire la jeunesse du contrebandier, en particulier dans son casse des mines de Kessel en particulier. Et sa relation avec sa copine qu'il a eue avant de rencontrer Leia et Luke, c'était mignonnet en tout cas. On voit qu'ils essayaient d'être d'être sérieux dans cette relation, hein. Il y a, il y avait aussi c'est la rencontre avec Lando qui est intéressante. En particulier, on montre comment il a gagné le Faucon Millenium. Ça, c'est... On sait que c'était autour d'une partie de cartes, mais ça avait jamais été montré. Mais là, c'est bien. On montre leur amitié grandissante de manière assez efficace. Mais sinon, le reste, c'est assez oubliable. Il y avait... On nous donne un droïde égalitariste entre droïdes et humains à Lando. Ensuite, le chasseur de primes qui devient avec Anne un peu son acolyte, mais on devine à la fin qu'il va pas survivre aussi, vu que Tobias Beckett, on ne l'a jamais vu dans un des films de la franchise principale. Par conséquent, c'était certain qu'il ne survivrait pas. Et je j'aime quand même assez cette manière de vraiment dépeindre l'Aube écarlate, qui est une organisation assez stricte, qui est expéditive, même si son chef est assez... il essaie vraiment d'être un dirigeant qui a de la poigne, qui se montre puissant, mais on en fait des caisses sur lui. Il se comporte un peu de manière gaguesque. Il a un côté insupportable qui dérange pas mal. Et donc, quand il meurt, je me dis que c'est mérité, hein. Ça c'est sûr, hein. Mais sinon, ouais, c'est un film qui se regarde. C'est pas extraordinaire, mais c'est dispensable, mais ça se regarde. Mm. En 10e position, il s'agit du dernier film en date, The Mandalorian et un gros goût. Et là aussi, c'est un spin-off qui n'était pas nécessaire d'exister, mais qui en soi se regarde assez bien. C'est, c'est un bon divertissement qui reprend les codes de la série de manière très réussie. Hein, même si les enjeux sont moindres que dans les 3 saisons, il y a quand même plusieurs répliques, certains tons qui sont cohérents avec la série de base. Hein. Il y a cette manière de ne pas retirer le casque de Mando. Et donc l'enjeu ici est il doit aider deux Hutt à retrouver leur neveu, sauf qu'il y a un certain rebondissement, il est lutteur dans une arène, et aussi il pourrait être en vérité une menace pour ces deux sites. Par conséquent, ils veulent le retrouver pour l'éliminer et s'assurer leur pouvoir. Et ça, c'est un peu c'est un peu comme le Roi Lion en tant que tel, mais contrairement au Roi Lion, on essaie de donner un rôle secondaire à l'héritier du trône des Hutt. Vu que c'est le fils de Jabba, mais on le rend intéressant comme personnage aussi.
il y a également la relation entre Grogu et The Mandalorian et Din Djarin, Mando, qui grandit assez, même si j'avoue que c'est assez, euh, c'est assez décevant en tout cas que qu'on qu'on s'attarde trop sur un Grogu en tant que tel. Parce que même si on veut le rendre important, au final, il y a 15 minutes de vide, je trouve, dans le film où il doit empêcher un peu Mando de mourir, mais ça, j'y reviendrai quand j'en parlerai en détail un de ces jours, en tout cas. Mais c'est un film qui se regarde, divertissant, mais assez oubliable. C'est c'est pas le principal de Star Wars. En neuvième place, je vais pas me faire des amis, sûrement, je le dis direct. Mais parce que tout le monde dit que c'est le meilleur film sous Star Wars, sous Disney, le film Star Wars sous Disney, que les autres n'existent pas, que c'est des sombres merdes et tout, mais je suis pas d'accord. Et donc en neuvième place, je mets Rogue One. Ouais, je suis désolé, mais comme Michael dit, je trouve que c'est un volet surestimé. En particulier parce qu'il va trop vite, son rythme est trop rapide. Il y a aussi plusieurs personnages inutiles. Il y a tout. Enfin, même bien que la série Andor a réussi à améliorer le personnage de Cassian, il y a quand même plusieurs problèmes envers ce film qui sont notables. Enfin, la mort de Saw Gerrera qui est expéditive. Il y a également Dark Vador qui est inutile de long en large. Alors qu'on en fait des caisses, ouais, c'est trop bien le passage où il bute tout le monde à la fin avec son sable laser, alors que c'est inutile. Au moins, les gens crachent sur des scènes de la post-logique qui sont pourtant plus utiles que ça. C'est, je comprends pas. Enfin, il y a il y a la, le dés- la relation entre l'héroïne et les compagnons qui se fait est assez efficace. Le droïde K2SO aussi, il est badass à certains moments, je le reconnais. Mais honnêtement, je suis pas tellement d'accord sur le fait que c'est un film excellent. En particulier, Krennic, il est assez pathétique comme méchant, je trouve. Il, n'a aucune imposance, il est souvent ridiculisé par les autres, alors que c'est censé être lui l'ennemi principal en particulier. Mais ce que ce qui est intéressant, enfin, j'irai pas jusqu'à dire comme Cartoons à la cave que c'est un film moisi, que c'est clairement une daube faite pour le fan service. Ça non, c'est faux. Mais c'est un film qui est pas mal, voilà. Faut être honnête, c'est pas le meilleur de Star Wars en tant que tel. Euh, Surtout, les planètes qu'on voit, elles sont pas très mémorables en tant que telles. On y passe si peu de temps. Tout s'enchaîne trop vite, on a le temps de rien digérer. Et ça, c'est dommage. On aurait pu, Ça aurait pu être raccourci peut-être en une série comme on a eu avec The Mandalorian et Andor, justement. On aurait pu en faire une série qui divise mieux les parties de manière à rendre le récit un peu plus lent, de manière et de façon à ce qu'on accroche plus à ces personnages. Ça, c'est très très dommage. Ça freine assez ce que le film promettait. Mais bon, ça reste pas mal à voir quand même. En huitième place, j'ai le premier volet de la prélogie, La menace fantôme. C'est un film qui commence très bien, la franchise en tant que telle. J'aime beaucoup le rôle de Liam Neeson en Qui-Gon,
qui est très efficace, hein. Il s'investit comme il faut, hein. Et donc, on a pris aussi Jake Lloyd pour jouer Anakin quand il avait 10 ans. Hein, ce garçon que je connais aussi pour avoir joué dans la course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger. C'est un film qui démontre ses débuts en tant que Jedi, comment il s'est fait enrôler au sein du Conseil, et, et qui a mis en place la théorie des midi-chloriens qui divise énormément. Mais je trouve quand même que c'est assez efficace. Il y a la course de char qui est une scène très très réussie. Il y a les moments sur Naboo qui sont globalement saisissants. Et le développement d'Obi-Wan avec son maître, c'est sympa. Il y a de bonnes idées. Il y a ça, aussi quand il vainc Dark Maul après qu'il ait tué Qui-Gon, c'est beau, c'est une belle conclusion contre les méchants. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on montre qu'Anakin il bat les méchants un peu par pur hasard. C'est assez, c'est assez problématique quand c'est un des héros principaux de la prélogie en tant que tel. Et ça, c'est dommage. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est que aussi Padmé, enfin, elle commence à nouer une belle relation avec lui. Et il y a Jar Jar Binks qui, enfin, même s'il n'est pas extrêmement, c'est pas le meilleur personnage, il n'est pas très poli parfois. Il, euh, il gêne un peu les autres, mais quand il aide un peu Palpatine à accroître son pouvoir, on commence un peu à craindre le personnage. On se demande bien, ça explique pourquoi il est devenu à ce point l'empereur dans la trilogie originale. Et donc c'est un film très sympa, hein, La menace fantôme, honnêtement. En septième position, nous avons le volet qui suit directement, L'attaque des clones. Et c'est un film qui suit très bien le premier. En particulier, ce que j'aime beaucoup, c'est sa manière de développer un peu les Stormtroopers en tant que tels, de comment ils sont nés. Il y a cette confrontation avec le comte Dooku qui va nulle part, mais qui est très très épique. Ce qui est intéressant, c'est que Yoda, il aura fait tous ses combats en match nul au sein de la prélogie. Et c'est peut-être le seul cas, c'est peut-être le seul maître qu'on voit ne pas finir ses combats au sein de la franchise en tant que tel. Et ça, c'est intéressant. Enfin, ça montre que c'est pas un Garistou comme beaucoup le disent. Et franchement, j'aime, j'aime bien comment on lui donne de l'importance à travers ses combats. Et même si les moments de romance entre Padmé et Anakin sont bof, hein, le reste du film en soi est pas mal. Hein. Les débuts d'Anakin vers le côté obscur qui sont très très sérieux, ils arrivent à vraiment ressentir de la haine après la mort de sa mère, qu'il n'a pas pu sauver. Et là, on voit l'influence, la mauvaise influence des Sith, la mauvaise influence des Sith sur lui, et que Obi-Wan ne peut pas le maîtriser ne peut pas le maîtriser vraiment. Il, Puisqu'Anakin il désobéit souvent, il en fait qu'à sa tête. Il veut être le plus grand Jedi, mais ce qu'il veut surtout, c'est protéger ceux qu'il aime. Et, et ça lui portera préjudice. C'est un bon deuxième volet, assez sous-estimé.
Même si aussi c'est dommage que Django et Boba Fett soient un peu secondaires ici. Quel dommage. Donc après, en sixième place, c'est c'est un peu controversé, mais quand même, je pense que je dois le mettre. Il s'agit du réveil de la force. Oui, je trouve pas tellement que c'est un plagiat du 4. En tant que tel, il est sympa. Il a, il, do- il donne une continuité 30 ans après les événements du sixième volet et donne, nous, nous fait connaître des nouveaux personnages qui sont sympathiques, qui sont assez différents les uns des autres. Pour Dameron, il y a aussi Rey, évidemment, il y a Finn. Et ils sont, ils ont une belle personnalité, on leur crache un peu trop dessus à mon goût. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est que BB-8, c'est un droïde qui est plus que R2-D2. Il crée un peu un parallèle entre, entre Finn et Rey. Il sert un peu d'intermédiaire de communication. Il, euh, il les aide à avoir une bonne alchimie, à bien s'entraider. Et ça, c'est intéressant. Ça montre qu'ils s'aiment, qu'ils qu'il essaie de donner à ce droïde une personnalité différente de R2-D2 et que c'est pas une pâle copie. De, de même que Kylo Ren, qui n'est pas exactement comme Dark Vador. Quand il tue Han Solo, c'est l'apogée qui montre qu'il n'aurait pas dû revenir du bon côté, contrairement à ce que le 9 disait. C'est... Et ça trahit vraiment beaucoup de points le 9 par rapport au 7, y compris aussi le général Hux, qui était le membre le plus dévoué au Premier Ordre. Il n'avait aucune raison de trahir Kylo Ren dans le 9 pour aider la résistance en tant que telle avec le message. C'est débile. Mais le septième film est réussi, c'est pas un plagiat du 4. Ça, je reste ferme là-dessus. En cinquième place, même si je sais que beaucoup le détestent, le considèrent comme le pire Star Wars, je suis pas d'accord là-dessus. C'est Les Derniers Jedi. Et Les Derniers Jedi, c'est très réussi, en particulier parce qu'il réussit l'exploit de sortir des sentiers battus. Il offre un nouveau vent frais à la franchise. Il continue bien le 7 en plus de ça. Même si le traitement de Luke a paru horrible aux yeux des gens, il n'a pas été si désastreux, je trouve, en termes de traitement. Il arrive à surmonter ses démons, à être un peu sénile parce qu'il a vécu en ermite. Quand Rey est déçu de voir qu'il n'est pas la légende que tout le monde dit, ben, c'est sûr que ça a de quoi démoraliser, mais il a vécu avec Ben en apprenti, il a voulu éduquer son neveu, mais c'est mal parti à cause de quelques défauts. C'est vrai que Ben, il n'était pas très, très stable, il était un peu attiré par les ténèbres, et ça, c'est difficile de former quelqu'un qui est différent de soi, qui privilégie un peu la violence à la sérénité.
Et donc la résistance, son rôle dans le 8 est très sain et très bien. Quand ils envoient Finn et Rose en mission pour trouver le décrypteur, le personnage de Didi, on joue assez sur son côté pickpocket, sur le fait que c'est un escroc, alors que qui finit par les trahir à la fin. C'est intéressant. C'est pas si débile pour dire qu'ils avaient un intérêt à couper les, les moteurs des vaisseaux du premier ordre pour éviter qu'ils mettent fin à la résistance. Et il y a enfin le duel avec Snoke qui est très, très beau entre Rey et lui. Et enfin, Kylo Ren, quand il est face à Luke, il a un peu la rage parce que son rôle était de le retarder pour que la résistance s'enfuit. C'était brillant, j'ai trouvé. Ça lui donne une mort très, très classe, très, un beau moyen de disparaître et d'avoir accompli sa mission, au moins. Et ça, c'est beau. En quatrième place, c'est le meilleur volet de la prélogie pour moi, et je pense ne pas être le seul à le dire, La Revanche des Sith, qui donc conclut l'arc d'Anakin Skywalker et lui donne son statut de Dark Vador. C'est vraiment le volet le plus sombre de Star Wars. Soit parce qu'il développe la montée en puissance de Palpatine davantage, permet de voir les craintes d'Anakin si jamais il perd Padmé, ce qui arrivera à la fin du film d'ailleurs. Grandit aussi la dualité entre Obi-Wan et Anakin, et aussi il offre de nouvelles planètes, de nouveaux ennemis très très mémorables. Le général Grievous qui est un grand ennemi au sein des Jedi. Il a mené la tâche dure à Obi-Wan et le combat qu'il y a entre eux est épique. Même si celui qu'il a contre Anakin est encore mieux, c'est sûrement le meilleur duel de la franchise pour moi. Sur Mustafar, ça dure très longtemps et en plus ils sont très forts tous les deux. C'était un combat très long mais qui valait la peine d'être vu. Et donc ce que j'aime bien au sein de la revanche des Sith également, c'est que l'ordre 66, c'est très dévastateur, c'est très tragique. Ça montre que les Jedi ont disparu en masse de manière un peu préméditée, de manière cruelle, et qu'ils ont voulu et que l'Empire a voulu bouleverser l'équilibre de la galaxie à leur manière. Et ça, c'était imprévisible, c'était bien joué, il frappait très fort. C'était un bon plan pour le Seigneur Palpatine. Quand il était Dark Sidious. Et après, il est devenu l'empereur parce qu'il a su former Dark Vador. Il a pu avoir les pleins pouvoirs sur le Sénat et aussi le réduire à néant pour devenir lui-même empereur, avoir tous les pleins pouvoirs. Ça, c'était bien joué de sa part. Et le combat qu'il y a entre Yoda et Dark Sidious, il est aussi très beau, même s'il est inachevé. Ça, c'est dommage. Mais il fallait quand même expliquer comment Yoda avait atterri sur Dagobah.
C'était pas mal dans l'idée. En troisième place, je vais être honnête, ça a été dur de classer les volets de la trilogie originale, mais le moins bon quand même, ça reste aisément le quatrième, Un Nouvel Espoir. Même s'il est excellent et que c'est sûrement le film préféré de mon père, je ne pense pas que ce soit le meilleur de la trilogie originale en tant que tel. Parce que même si s'il est excellent, je trouve quand même qu'il va un peu trop vite par rapport au 5 et au 6. Il y a vraiment, en plus, même les scènes, même malgré les scènes rajoutées, il est plus court qu'eux. Et je sais que c'était le premier film à être sorti en salle et qui a des défauts graphiques un petit peu, mais en soi, ça reste excellent. Il y a, enfin, il y a certaines scènes marquantes à la cantina qui sont, qui sont très délirantes. Il y a Han Solo qui fait face à Grido, d'ailleurs, là-bas, apparaissait aussi petit dans le 1, qui était contre Anakin dans la course de char. Et donc Han Solo, il a été contraint de le tuer. Et dans une scène ajoutée, il est avec Jabba et explique qu'il le remboursera et qu'il n'avait pas d'autre choix de tuer Grido. C'est, c'est bien amené. Ça montre qu'ils n'ont pas totalement fait... Enfin, ils n'ont pas totalement enclenché un irrespect de la continuation entre la trilogie et la prélogie. Ça, c'est bien amené. Le combat Obi-Wan Dark Vador est peut-être un petit peu trop rapide, mais c'était le tout premier combat de Jedi qu'on ait vu de la licence. Mais comment il disparaît, ça c'est classe, hein. Et aussi quand il aide Luke à la fin dans la bataille de vaisseau, c'est très réussi. Ça lui donne un bon rôle et ça confirme ce qu'il disait, tu auras beau me terrasser, je continuerai à te hanter, à vivre quelque part. Ça montre qu'il y croyait en la puissance Jedi. Ça, c'était magnifique. C'était un beau final, la fin du 4. Hein, certains pensaient que ça aurait pu s'arrêter là, mais le succès a fait qu'il y a eu des suites. Et on va en parler.